Quand j'étais jeune, à Labrador City, il n'y avait pas de route. Bien, il n'y en avait pas plus pour Fermont. La route 389 n'existait pas. Donc, il fallait mettre le véhicule, l'auto, sur le train. À l'époque, c'était QNSCL qui descendait à Sept-Îles. Tu allais mettre ton auto une semaine ou deux à l'avance. Ils mettaient ça sur des wagons pour transporter des véhicules automobiles. Ça descendait à Sept-Îles. Quelqu'un descendait ton auto là, il le parquait dans le stationnement. Et puis, toi, tu prenais le train une semaine après. Et puis là, tu allais récupérer ton véhicule à Sept-Îles pour aller en vacances. Parce qu'il n'y avait pas de route. L'histoire de la route, c'est qu'en 1978, les grévistes de la compagnie minière Québec-Cartier, qui est devenue plus tard ArcelorMittal, ont emprunté l'équipement de la minière, parce qu'il était en grève, pour faire aboutir la route entre Fermont et Gagnon. Donc, ils ont fait déboucher le chemin en suivant le tracé du chemin de fer existant. Donc là, ça aboutit, là, mais c'est comme un chemin forestier empire, là. Mais ça suivait le chemin de fer, donc il y a c'est très sinueux. Là, même actuellement, il y a 11 traverses de chemin de fer sur 67 km entre la mine de Fire Lake et la mine du Mont-Raid. Donc, c'est sur la 389. Mais ça, c'est ça. Ça a fait aboutir la route en 1978. La ville de Gagnon a fermé en 1985. Mais à l'époque, c'était pour les tournois de hockey un peu, pour faire les tournois de hockey entre Fermont et Gagnon, puis avoir un lien entre les deux communautés nordiques isolées. Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, parce qu'entre 78 et 85, Gagnon était complètement rasé de la carte. Donc, après que les gens de Gagnon ont été déracinés, finalement, la route a abouti jusqu'à Bécomo. C'était comme un rêve des gens de Gagnon aussi que la route aboutisse, comme les gens de Fermont, là. Bon, là, c'est sûr que la route 389 est là, mais elle répond toujours pas aux normes minimales de sécurité fixées par Transport Québec. Un jour, sûrement, ils vont se rendre dans le nord. Là. Ils ont fait des annonces récemment comme quoi le tracé entre Fire Lake aboutirait à Fermont. Donc, ça couperait toute cette portion avec les 11 travers de chemin de fer, les courbes sinueuses et tout ça, là. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la route 389 qui se poursuit à ce jour. Je m'appelle Éric Cyr, je suis rédacteur en chef du journal Le Trait d'Union du Nord à Fermont. Mais mon parcours est plutôt polyvalent et pas tellement standard, là. Ma mère est acadienne du Nouveau-Brunswick, mon père est gaspésien de la baie des Chaleurs. Je suis arrivé à Labrador City en 1975, j'avais 6 ans. Donc j'ai grandi dans l'ouest du Labrador à côté de Fermont. Puis c'est ça, c'était comme un dépaysement, là. Au début, c'était comme un choc, là. C'était comme j'étais immigrant dans mon propre pays, parce que je parlais pas anglais quand je suis arrivé, puis j'ai appris l'anglais progressivement. J'ai été chanceux, j'ai eu une bourse de la Société nationale de l'Acadie puis du gouvernement français pour aller étudier en journalisme en France, à Paris. Puis après, j'ai terminé un bac à l'Université Laval à Québec qui m'a incité par la suite à poursuivre en journalisme. Mais tu sais, le journaliste, t'apprends un peu sur le terrain aussi, tu sais. T'as des bases, mais c'est un peu autodidacte aussi, d'une façon, là. Puis j'avais beaucoup un intérêt, j'ai comme un talent d'écriture, j'avais un don pour l'écriture, j'écrivais de la poésie, tu sais, j'ai toujours été intéressé par l'écriture parce que le français, je trouve que c'est une langue riche. Les mots, ça a toujours été pour moi, c'est comme une fascination. Mais ici, c'est assez vaste. On s'oriente plus vers des sujets qui vont intéresser les gens d'ici, qui touchent les gens d'ici. C'est assez vaste, là. Souvent, ça peut être les transports, les avions, l'aéroport de Wabush, la route, aussi le réseau routier sur la Côte-Nord. On sait que c'est un peu déficient, on va dire, pour être poli. La politique municipale, la politique, tu sais, les députés ici, le député de Duplessis, le député de Manicouagan. Tous les sujets, dans le fond, s'il y a des constructions, je sais pas, municipale, la route, ou tu sais, quand il y a eu la grosse construction de la caserne de pompiers, qui est le centre des mesures d'urgence, c'était un des gros travaux architecturaux, j'ai fait un article là-dessus. Il faut que j'écrive un article sur un poète de Fermont qui a publié un recueil de poésie récemment, là, un petit recueil de poésie, Martin Baron. Je l'ai rencontré déjà au préalable, là, je me reste à rédiger l'article là-dessus. C'est intéressant parce que c'est rare des publications de gens de Fermont, là. Ça a déjà eu lieu, mais c'est assez exceptionnel. Je traite aussi de Labrador City, Wabush, Shefferville, l'ancienne ville de Gagnon, qui n'existe plus, mais il y a des sujets quand même, des fois, historiques sur Gagnon. Donc, tout ce qui touche un peu la région, le nord, le mode de vie. La ville de Fermont a été fondée au début des années 70, mais c'est qu'il y avait la ville de Gagnon à l'époque. Puis il y avait des plans d'une autre ville dans le nord. Même, ils ont consulté des gens de Gagnon pour connaître leur vision d'une ville nordique futuriste.
Puis c'est ce qui a inspiré la création de Fermont avec le mur écran, inspiré d'un architecte suédois. C'était quand même ultramoderne à l'époque pour protéger la ville du vent dominant du Nord, tout ça. Mais ils ont vraiment interrogé les gens de Gagnon pour connaître leur vision d'une ville idéale dans le Nord, parce qu'eux, ils habitaient dans le Nord. Malheureusement, après, Gagnon a fermé. Je ne sais pas si ceux qui faisaient les études le savaient que ça s'en venait, mais... Puis là, il y a même des gens de Gagnon qui sont déménagés à Fermont parce que c'était la même compagnie minière au début. Puis il y a eu des tensions à l'époque, parce que là, ils disaient les gens de Gagnon viennent voler les jobs des gens de Fermont. Puis là, finalement, ça s'est résorbé parce que c'était des gens du Nord aussi. Ils se sont installés ici, se sont implantés ici, puis ils vivaient ici. Donc, ça n'a pas duré trop longtemps, mais il y avait quand même des tensions au début qui sont dissipées par la suite. Puis c'est ça. À l'époque, c'était vraiment des communautés isolées dans le Nord, puis il y avait une grande appartenance au milieu. Les gens, il y avait beaucoup d'entraide, de camaraderie. Tu sais, tout le monde se connaît dans une petite ville dans le Nord. Même si c'est des espaces immenses, bien, c'est comme si parfois, mettons, dans le mur écran, c'est comme tu as l'impression de vivre sur la Station spatiale internationale. Je sais pas, tout le monde se connaît, tout le monde sait ce qui se passe avec le voisin. C'est particulier, tu sais. Puis là, par la suite, bien, c'est sûr qu'il y a eu d'autres tensions après, quand il y a eu le phénomène des travailleurs aéroportés qui utilisent le navettage aérien, les fly-in, fly-out, là. C'est une tendance qui a débuté en Australie, là, il y a longtemps, mais là, ça s'est implanté dans le Nord. Puis ça, les gens connaissaient pas ça, puis ça fait des tensions au début. Là, ceux-là, les fly-in, fly-out, c'était des étranges, c'était des brigands, tous les mots, c'était eux. Puis là, ça aussi, ça s'est résorbé, ça s'est calmé. C'est sûr que les gens locaux, entre guillemets, ben, c'est sûr qu'eux, ils sont vraiment ici. Mais là, ça s'était résorbé, mais là, quand il y a eu la crise de la COVID-19, c'est ressorti. Les tensions, ben là, les gens viennent d'ailleurs, viennent de partout, transmission du virus, il y a eu d'autres tensions, puis là, ça s'est recalmé. Mais on voit qu'il y a quand même encore un petit peu quand même c'est que les gens, ils viennent d'ailleurs, ils viennent travailler, mais c'est comme si tu survoles un peu un milieu, mais tu n'es pas vraiment dans le milieu. Tandis que les gens d'ici, ben eux, c'est leur mode de vie. Il y en a la plupart ont des chalets, des 4 roues, des motoneiges, des skidoo. Il y en a même qui sont implantés, qui restent dans le bois, dans les chalets en bois rond, qui aiment ça. C'est le mode de vie, les sports nordiques, la raquette, je sais pas moi, le ski alpin, le ski de fond. Ici, la majorité des logements sont contrôlés par les minières qui possèdent les logements. Donc, ils les vendent à leurs travailleurs, mais avec option de rachat. Là, quand les travailleurs s'en finissent, il faut qu'ils revendent. C'est tout relié au monde minier. Là. Les deux minières principales, ArcelorMittal et Minerais de Fer Québec, Champion, eux, ils possèdent des logements, des maisons, mais c'est pour leurs travailleurs. C'est exclusivement pour loger leurs travailleurs ou les familles des travailleurs. Tandis, il y a certains logements aussi. Il y a une rue, c'est la Sûreté du Québec, qui ont des maisons. Le centre de santé de l'Hématite ont des maisons qui venaient de Gagnon à l'époque. Ils ont rapatrié ici. La plupart des maisons, ils ont ramené par la route. Puis sinon, les logements, c'est... Ceux qui finissent de travailler, c'est comme sous-entendu qu'il faut qu'ils partent. Donc, au parc de roulotte, le parc de maisons mobiles, il y a des maisons mobiles aussi que les gens achètent, mais il y a beaucoup de contracteurs qui en ont acheté aussi. Mais il faut que tu trouves un logement. Si tu ne travailles pas pour les minières, il faut que tu aies un logement, sinon tu es obligé de partir. C'est comme... tu es obligé de... Puis il y en a qui avaient des familles aussi ici qui auraient aimé ça rester, mais qui se résignent à partir, ou des fois ils trouvent des solutions. Certains logements un peu à prix modique pour les aînés, mais c'est vraiment une liste d'attente incroyable. Donc, c'est vraiment une problématique. Ça a toujours été une problématique depuis plusieurs années, puis c'est encore une problématique actuellement, là. Oui, c'était pour l'entrevue pour le journal Le Trait d'Union du Nord. Oui. Vous, je présume, c'est l'interprète? Oui. Ça, c'est Galen? Galen, oui. OK. Vous voulez vous installer où? Oui, c'est parfait, oui. Le journal Le Trait d'Union du Nord a vu le jour en 1983. Ça pourrait prendre un besoin parce que moi, je n'étais pas là à cette époque-là à Fermont, là. J'étais au Labrador, mais c'est que les journaux arrivaient par avion, puis ça arrivait en retard, là. Ça pouvait aller jusqu'à une semaine de retard. Donc, ton journal, tu lisais, puis la nouvelle était passée, ça faisait une semaine. Donc, c'était un peu décevant, là. Tu ne pouvais pas vraiment suivre l'actualité. Puis c'est sûr que les médias, d'ailleurs, parlent très rarement de ce qui se passe dans ton milieu ici, là. Nous, on était particulièrement isolés. Tu sais, moi, j'aime mieux interviewer la personne qui me parle de sa passion, de ce qu'elle est, tu sais, de qu'est-ce qui vous a incité à travailler dans ce domaine-là, votre parcours un petit peu, tu sais. Aujourd'hui, c'est ça, c'est une suggestion d'article que j'ai reçue justement par Internet, par courriel. La personne m'a proposé un article avec un aide cuisinier Innu qui était sourd et muet. Elle dit, ça pourrait être... Je dis, ben oui, ça m'intéresse parce que c'est un sujet qui n'est pas banal, puis c'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai accepté. J'ai dit, oui, ça m'intéresse. J'ai répondu par courriel, puis finalement, on a communiqué après par téléphone pour organiser ça, orchestrer ça.
La personne que j'ai interviewée, qui est sourde et muette, parce que je voulais faire ressortir son vécu, parce que moi, je m'étais dit, mais ça doit être difficile de s'intégrer quand tu es sourd et muette, tu sais, as comme un certain handicap. Puis là, je voulais faire ressortir ça, que ça prend du courage, de la ténacité un peu, de la persévérance, puis de la volonté pour s'intégrer. Souvent, sur le terrain, ça fait des articles plus intéressants parce que je m'imprègne un peu de l'ambiance. Puis c'est ça, quand j'interviewe quelqu'un, c'est la personne est passionnée. J'essaie de faire sortir la passion de la personne parce que c'est la personne qui est spécialiste du sujet. C'est la personne qui va me parler de sa passion ou de son vécu. C'est là. Moi, mon rôle, c'est d'extraire un peu la matière, de réussir à rendre ça intéressant, à poser les bonnes questions. Mais je prépare pas les questions à l'avance. Moi, c'est plus spontané, sur place. Ah, ça, c'est bon. Là, j'en prends. Mes projets futurs, moi, ma philosophie, c'est un peu au jour le jour, là. Projets futurs, c'est ça, j'ai des projets d'écriture qui aboutissent jamais parce que j'écris toujours une écriture journalistique, donc je meuble un journal, donc c'est un peu de la créativité littéraire en même temps, mais en même temps, comme la poésie ou des romans que j'avais en tête, j'ai des brouillons, j'ai des gestes, ça avance pas beaucoup parce que je me concentre plus sur l'écriture journalistique, là, des textes. C'est une forme d'écriture qui est un peu différente, mais en même temps, il y a de la créativité. J'aime ça quand il y a de la créativité. Mais c'est sûr que les projets futurs, moi, c'est vraiment plus au jour le jour, là, une journée à la fois, surtout particulièrement avec la situation actuelle de la COVID, de l'incertitude, tout est chamboulé, on ne sait pas trop où ça s'oriente. C'est sûr que l'économie est dépendante, c'est vraiment dépendant de l'industrie minière, c'est pas diversifié l'économie. Donc c'est sûr que si une mine ferme, ou les deux mines éventuellement, c'est sûr que ça va avoir une influence, mais moi, je suis quand même assez confiant avec les technologies qui existent. Ils peuvent étirer, parce qu'ils ont besoin quand même du minerai de fer, là. Mais je pense qu'il y en a encore pour au moins, je dirais, un demi-siècle, là, selon mes prévisions. Moi, je suis pas un expert du domaine, mais c'est sûr qu'éventuellement, c'est sûr que ça pourrait considérablement réduire la ville. Mais fermé, j'espère que non. C'est pas un camp minier, c'est une ville minière avec tous les services, toutes les infrastructures. Mais ça pourrait être réduit éventuellement, mais ça veut pas dire que ça... J'espère que ça ne fermera pas, mais ça, c'est ça, l'avenir nous le dira.